Le grincement familier de la porte arrière résonna dans la ruelle sombre, tandis qu'Amélie se frayait un chemin à l'intérieur du Le Bistrot du coin. L'air glacial d'octobre s'accrochait à son dos comme une cape invisible, la faisant frissonner alors qu'elle cherchait à tâtons l'interrupteur. Il était 5h45 du matin, 15 minutes plus tôt que nécessaire, comme toujours. La lumière fluorescente clignota plusieurs fois avant de baigner la cuisine de sa lueur artificielle, révélant le royaume qu'Amélie avait gouverné chaque matin pendant 15 ans. Les casseroles en cuivre suspendues brillaient doucement, leurs reflets dansant sur les surfaces en acier inoxydable poli. Le sol carrelé de noir et blanc, bien que propre, montrait des signes d'usure à des endroits stratégiques, principalement devant le grill et le percolateur industriel. « Bonjour, mon vieil ami », murmura-t-elle à la machine à café, ses doigts glissant sur le métal familier avec l'intimité d'une compagne de longue date. La machine répondit par un doux sifflement, alors qu'Amélie commençait son rituel matinal, mesurant le café avec la précision que seules des années de pratique peuvent apporter. L'arôme riche et réconfortant du café commença à emplir la cuisine vide, se mêlant à l'odeur persistante de graisse et de désinfectant de la veille. Amélie prit une profonde inspiration, laissant les senteurs familières calmer ses nerfs. Il y avait quelque chose de rassurant dans la routine, même lorsque tout le reste dans sa vie semblait incertain. Dans le petit vestiaire des employés, Amélie troqua son manteau usé contre l'uniforme bleu clair du bistrot. Le tissu, bien qu'impeccablement propre et repassé, montrait des signes évidents d'utilisation dans les coutures effilochées et la couleur passée. Elle l'ajusta devant le miroir taché, ses yeux inévitablement attirés par les changements que le temps avait gravés sur son visage. À 45 ans, Amélie pouvait lire l'histoire de sa vie dans les sillons qui s'approfondissaient autour de ses yeux et de sa bouche. Chaque ride avait son propre récit. Les pas de doigts de années de sourires aux clients, les sillons sur son front, des nuits à s'inquiéter des factures en retard, le pli entre ses sourcils à force d'essayer d'étirer un salaire minimum jusqu'à la fin de chaque mois. « Amélie, ma chérie, tu es là ?» La voix rauque d'Yvette, la cuisinière qui était pratiquement une institution au bistrot, résonna dans la cuisine. « J'arrive, Yvette », répondit vivement Amélie, attachant ses cheveux grisonnants en un chignon pratique. Ses doigts agiles travaillaient autour de l'élastique, son élasticité s'estompant, un autre article qu'elle devrait bientôt remplacer, mais pas aujourd'hui, pas alors que le loyer était en retard et que la facture d'électricité menaçait d'être coupée. Yvette était déjà à son poste quand Amélie sortit du vestiaire, ses mains noueuses se déplaçant avec une agilité surprenante alors qu'elle arrangeait ses casseroles et ses ustensiles. À 72 ans, Yvette était une force de la nature, refusant de prendre sa retraite malgré les supplications de ses enfants. « Tu es encore en avance, ma fille », commenta Yvette, son visage ridé s'illuminant d'un sourire affectueux. « Je n'arrivais pas à dormir », haussa les épaules Amélie, commençant à organiser les paniers à pain et les pots de beurre. « L'appartement devient trop silencieux parfois, » admit-elle. « Et puis, il faut bien que quelqu'un s'assure que le café est prêt quand les gars du chantier arrivent. » Yvette secoua la tête, un geste rempli à la fois d'affection et d'inquiétude. « Tu travailles trop dur, Amélie. Il te faut un passe-temps, ou peut-être un chat, ou un petit ami. »« Yvette » protesta Amélie, mais elle ne put retenir un sourire. C'était une vieille conversation entre elles, aussi familière que le sifflement du percolateur ou le cliquetis des couverts triés. Les premiers rayons de soleil commencèrent à filtrer à travers les vitres embuées du bistrot, alors que les ouvriers du chantier d'en face commençaient à arriver, pile à 6h30, comme toujours. Amélie les regarda défiler, leurs combinaisons orange vif créant une parade colorée contre le décor modeste du bistrot. Jacques, le contremaître, fut le premier à s'installer à sa place habituelle au comptoir, son visage marqué par le soleil et le temps s'éclairant d'un sourire fatigué quand il vit Amélie se diriger déjà vers lui avec la cafetière. « Comme d'habitude, Jacques ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. En 15 ans, Jacques n'avait jamais changé sa commande. « Tu me connais trop bien, Amélie, » répondit-il, son accent du Sud plus prononcé au petit matin. « Comment va la vie ?» Amélie versa le café dans sa tasse préférée, la bleue avec un minuscule éclat sur le bord,
avant de se tourner vers la cuisine. « 2 œufs au bacon !» cria-t-elle à Yvette, qui rassemblait déjà les ingrédients avant même que la commande ne soit prononcée. « La vie ?» soupira Amélie, se retournant vers Jacques. « Mon loyer a encore augmenté ce mois-ci. Madame Mercy dit que c'est le marché, qu'elle n'y peut rien. » Jacques fronça les sourcils, de profondes rides se formant sur son front buriné. « Ce n'est pas juste. Tu travailles plus dur que n'importe qui par ici. C'est combien l'augmentation ? » « 200 €, répondit Amélie, gardant sa voix basse pour que les autres n'entendent pas. « Mais je vais trouver une solution. Je trouve toujours. »« Si tu as besoin de quoi que ce soit, » commença Jacques, mais Amélie l'arrêta d'un geste doux. « Tu as ta propre famille à nourrir, Jacques. Ne t'inquiète pas pour moi. La vie est rarement juste, n'est-ce pas ? Mais on a toujours du café chaud et de la bonne compagnie, et c'est déjà quelque chose. » Le reste de l'équipe de construction arriva au compte-gouttes, chacun avec sa commande habituelle, chacun avec son histoire à raconter. Amélie les connaissait tous par leur nom, connaissait leur famille, leurs problèmes, leurs petites victoires. Antoine qui venait de devenir grand-père, Pierre dont le fils aîné venait d'entrer à l'université, Manuel qui économisait pour un mariage. La matinée se déroula dans son rythme familier. Amélie dansait entre les tables avec une grâce que seules des années de pratique pouvaient apporter, équilibrant les assiettes, remplissant les tasses de café, essuyant les miettes, toujours avec un sourire. Ses pieds lui faisaient mal dans ses chaussures usées, mais elle le remarquait à peine. La douleur était devenue une compagne constante, comme le cliquetis des couverts ou le murmure des conversations. Le rush du petit déjeuner laissa place au calme de 10 heures, cette période creuse entre le petit déjeuner et le déjeuner où le bistrot était presque vide. Amélie profita de l'accalmie pour s'asseoir un instant sur le tabouret vide, au bout du comptoir, s'accordant un bref repos. Ses yeux parcoururent le bistrot qui, plus que son minuscule appartement où elle dormait, avait l'âme d'un foyer. Les murs, autrefois peints d'un jaune vibrant, montraient maintenant des taches de vieillesse et des endroits où la peinture commençait à s'écailler. Le lino était usé par endroits, créant des motifs qu'Amélie connaissait par cœur. Elle savait exactement où poser le pied pour éviter les carreaux lâches qui faisaient du bruit. Les tables en formica, bien que propres, montraient des signes d'utilisation constante, de petites rayures ici et là, des endroits où la finition s'était estompée avec le temps. Certaines chaises grinçaient de manière inquiétante lorsque les clients bougeaient, un son qu'Amélie avait appris à surveiller attentivement, sachant lesquels éviter pour les clients plus corpulents. Mais il y avait quelque chose de confortable dans cet endroit, quelque chose qui allait au-delà du décor usé et du mobilier vieillissant. Peut-être était-ce l'odeur perpétuelle de café et de pain grillé, ou la lumière naturelle qui entrait par les grandes fenêtres de devant, ou simplement les innombrables histoires partagées sur ces tables au fil des ans. « Amélie ?» La voix tremblante de Madame Moreau interrompit ses pensées. Amélie se leva immédiatement, reconnaissant le ton hésitant de la cliente de 80 ans qui venait au bistrot tous les mercredis après la messe. « Oui, Madame Moreau ?» Amélie s'approcha de la table où la vieille dame était assise, remarquant ses mains ridées qui tremblaient alors qu'elle essayait de compter ses pièces. « Voudriez-vous m'aider avec l'addition ?»« Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient, » demanda Madame Moreau, une légère rougeur tintant ses joues ridées. Amélie s'assit à côté d'elle, faisant semblant de ne pas remarquer quand le compte était un peu court pour le café et la tartine beurrée qu'elle commandait toujours. « Ne vous en faites pas pour ça, Madame Moreau, » murmura Amélie, rangeant les pièces et faisant une petite accolade à la dame. « Vous êtes notre cliente la plus fidèle, c'est réglé. »« Vous avez un cœur d'or, ma petite, » répondit Madame Moreau, ses yeux bleus délavés, remplis de larmes. « Dieu vous le rendra. » Amélie se contenta de sourire, aidant la vieille dame à se lever et l'accompagnant jusqu'à la porte. Quand elle se retourna, elle trouva Jean-Pierre, le propriétaire, qui l'observait avec une expression qu'elle ne connaissait que trop bien. « Tu ne peux pas continuer à faire ça, Amélie, » dit-il doucement, ses petits yeux sombres fixés sur elle. « Les affaires sont les affaires. On ne peut pas donner la nourriture comme ça. Ce n'est que quelques centimes, monsieur Jean-Pierre, » répondit-elle, gardant sa voix calme, malgré l'irritation croissante dans sa poitrine.
Madame Moreau vient ici depuis des décennies, plus longtemps que je ne travaille ici. » Jean-Pierre secoua la tête, ses cheveux clairsemés, bougeant légèrement avec le mouvement. « Les centimes deviennent des euros, et les euros deviennent une perte. Tu dois comprendre comment fonctionne une entreprise. » Amélie se mordit la langue pour ne pas répliquer. Après 15 ans à servir des tables, elle en savait plus sur la gestion de cet endroit que Jean-Pierre. Il avait hérité du bistrot de son père 2 ans auparavant et se montrait rarement avant midi. Mais se disputer n'aiderait pas. Le reste de l'après-midi se passa dans un tourbillon d'activités. Le rush du déjeuner arriva et repartit, avec sa propre chorégraphie familière de commandes criées, d'assiettes équilibrées et de chèques additionnés. Amélie bougeait en pilote automatique, ses gestes rapides et précis après tant d'années de pratique. Alors que l'après-midi avançait, la lumière dorée du début de soirée commença à baigner les vitres embuées du bistrot, peignant des motifs d'encens sur le sol usé. Amélie essuyait le comptoir, son corps endolori après une autre longue journée, quand quelque chose attira son attention. 2 petites silhouettes se déplaçaient de l'autre côté de la vitre, hésitantes et chancelantes comme des oiseaux effrayés. Amélie plissa les yeux, essayant de voir plus clairement à travers le verre teinté. Son cœur se figea un instant alors que les silhouettes s'approchèrent de la porte. C'étaient 2 petites filles, si identiques que pendant un moment, Amélie pensa que ses yeux fatigués lui jouèrent des tours. Elle ne pouvait pas avoir plus de 4 ou 5 ans, leurs petits visages crasseux encadrés de cheveux noirs emmêlés. Leurs vêtements, bien qu'autrefois clairement choisis avec soin, étaient maintenant sales et usés. Mais c'est le regard dans leurs yeux qui tordit quelque chose à l'intérieur d'Amélie, douloureusement. Le même mélange de peur et de faim qu'elle ne connaissait que trop bien. Elle avait vu cette expression de nombreuses fois dans son propre reflet d'enfant, les jours où sa mère travaillait à 3 emplois différents et luttait encore pour mettre de la nourriture sur la table. Un flash de mémoire la frappa de plein fouet. Elle-même, à 6 ans, debout devant une boulangerie avec le même regard affamé, l'odeur du pain frais torturant son estomac vide pendant que sa mère travaillait sans relâche pour garder un toit sur leur tête. Elle se souvenait de la honte, de l'humiliation, de la peur constante, des sentiments qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Les filles entrèrent timidement dans le bistrot, leurs petites mains jointes, comme si chacune craignait de perdre l'autre. Immédiatement, Amélie remarqua les réactions des quelques clients présents. Elle vit le malaise dans leurs yeux, entendit le murmure commencer. Une dame rapprocha son sac à main, comme si 2 petits enfants effrayés pouvaient être une menace. Son cœur battait contre ses côtes alors que son esprit calculait rapidement combien d'argent elle avait dans son sac. Pas grand-chose, juste quelques billets froissés et quelques pièces qu'elle gardait pour le bus cette semaine. Mais peut-être que ce serait suffisant. Jean-Pierre n'était nulle part en vue, probablement dans son bureau à faire la comptabilité de la journée, ou plus probablement à regarder un match sur sa tablette. Amélie connaissait la procédure standard dans de tels cas. Appeler la police ou les services sociaux, garder les enfants là jusqu'à ce que les autorités arrivent. C'était la chose correcte, sûre, attendue. Mais alors qu'elle regardait les 2 filles s'approcher timidement du comptoir, leurs estomacs vides gargouillant de manière audible dans le silence tendu qui s'était installé sur le bistrot, Amélie sentit quelque chose en elle se briser et se réassembler. 15 ans de prudence et d'économie, d'épargner chaque centime, de fermer les yeux sur les injustices du monde. Rien de tout cela ne semblait avoir d'importance face à ses yeux effrayés et affamés. D'un mouvement fluide, Amélie attrapa 2 menus pour enfants qu'elle ne donnait normalement qu'aux familles payantes. « Bonjour, mes petites », dit-elle doucement, gardant sa voix lente et gentille, comme pour ne pas effrayer 2 oiseaux sauvages. « Voulez-vous vous asseoir ?» Les jumelles échangèrent un regard, une conversation silencieuse, passant entre elles avec l'intensité que seules les jumelles semblaient partager. Celle de droite, ou était-ce de gauche, fit le plus petit signe de tête, si subtil qu'il aurait été imperceptible pour quiconque de moins observateur. « Venez avec moi », murmura Amélie, les guidant vers une table au fond, loin des yeux curieux et jugeurs.
C'était une table qui restait généralement vide, partiellement cachée par une grande plante artificielle qui avait vu des jours meilleurs. « Je vais vous apporter quelque chose à manger, d'accord ?» Un autre signe de tête silencieux. Les filles s'assirent ensemble d'un côté de la banquette, se tenant toujours la main, comme si elles craignaient que le monde ne les déchire si elles se lâchaient. Le cœur d'Amélie se serra plus fort à cette vue. Dans la cuisine, ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle préparait 2 généreuses assiettes de spaghettis à la bolognaise, le repas le plus copieux et le plus économique du menu enfant. Elle ajouta des légumes supplémentaires et 2 grands verres de lait. Ses doigts planèrent au-dessus du cacao en poudre, normalement facturé en supplément, avant d'en ajouter une généreuse cuillerée dans chaque tasse. « Que fais-tu » demanda doucement Yvette, la regardant avec un mélange d'inquiétude et de compréhension dans ses yeux fatigués. « Ce qui doit être fait » répondit simplement Amélie, équilibrant les assiettes. Parfois dans la vie, Yvette, il faut choisir entre faire ce qui est sûr et faire ce qui est juste. Quand elle retourna à la table, les filles étaient exactement comme elle les avait laissées, assises très près l'une de l'autre, comme pour occuper le moins d'espace possible dans le monde. Leurs yeux s'écarquillèrent à la vue de la nourriture, un mélange de désir et de peur qui fit encore plus mal au cœur d'Amélie. « C'est bon », les assura Amélie, plaçant les assiettes devant elle. « Vous pouvez manger, le lait chocolaté est offert par la maison. » C'était comme si un barrage se rompait. Les filles commencèrent à manger avec une vitesse qui brisa le cœur d'Amélie, bien qu'elle sourit avec une pointe de tristesse. Elles essayaient d'utiliser leur couvert correctement, un signe que quelqu'un, à un moment donné, s'était suffisamment soucié d'elles pour leur apprendre les bonnes manières. Amélie s'occupa de servir les autres clients, gardant toujours un œil sur les jumelles. Son estomac était noué, sachant qu'à tout moment, Jean-Pierre pouvait apparaître et découvrir ce qu'elle avait fait. Chaque fois que la porte de son bureau s'ouvrait, son cœur bondissait. Et puis, inévitablement, c'est arrivé. « Amélie !» La voix tonitruante de Jean-Pierre coupa le brouhaha du bistrot comme un couteau. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Amélie bomba le torse, se préparant à ce qu'elle savait devoir suivre. Jean-Pierre se tenait à côté de la table des jumelles, son visage rouge de colère, ses yeux de fouine fixés sur les assiettes presque vides. « Dans mon bureau, et tout de suite. » Et Amélie jeta un regard rassurant aux filles avant de suivre son patron. Les mots qu'elle entendit ensuite ne la surprirent pas, mais ils firent quand même mal, comme un coup de poing à l'estomac. « Vous êtes renvoyé. » 3 mots simples qui, un autre jour, auraient été dévastateurs. 15 ans de service terminés par une courte phrase dans un petit bureau mal éclairé. Amélie aurait dû paniquer. Son loyer était en retard, les factures s'accumulaient, et la pensée d'être au chômage à 45 ans était terrifiante. Mais alors qu'elle retirait son tablier et attrapait son sac dans le casier, elle sentit une étrange paix l'envahir, comme si après 15 ans, elle faisait enfin quelque chose qui comptait vraiment. Elle retourna dans la salle principale du bistrot, où Jean-Pierre se tenait maintenant près de la table des jumelles, sa voix forte et autoritaire résonnant dans le silence soudain. « Vous devez partir, disait-il aux filles, qui s'étaient encore plus ratatinées sur leur siège, leur petit corps tremblant visiblement. « Elles viennent avec moi, déclara Amélie, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait jamais été dans cet établissement. Il n'y avait aucun tremblement dans ses mots, aucune hésitation dans ses pas alors qu'elle s'approchait de la table. On aurait dit que tout le bistrot s'était figé pour regarder la scène. Amélie pouvait sentir leurs regards, certains apitoyés, certains admiratifs, beaucoup désapprobateurs. Yvette se tenait à la porte de la cuisine, des larmes silencieuses coulant sur son visage ridé. Jacques, qui n'était pas encore parti travailler, se tenait prêt à intervenir si nécessaire. Mais pour la première fois de sa vie, l'opinion des autres n'avait pas d'importance. Amélie tendit les mains aux jumelles, qui les saisirent sans hésiter, comme si elles savaient, d'une manière ou d'une autre, par cet instinct que seuls les enfants ont, qu'elles pouvaient lui faire confiance. « Vous ne trouverez plus jamais de travail dans cette ville, » hurla Jean-Pierre alors qu'elle se dirigeait vers la porte. « Je m'en assurerai. » Amélie ne répondit pas. Il n'y avait pas besoin.
Au lieu de cela, elle garda la tête haute, alors qu'elle conduisait les filles hors du bistrot, dans l'air de fin d'après-midi qui commençait à se refroidir. Le soleil se couchait alors qu'elle sortait sur le trottoir, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Amélie n'avait aucune idée de ce qu'elle ferait ensuite, comment payer ses factures, ou trouver un autre emploi. Son avenir, qui semblait si prévisible dans sa monotonie il y a à peine une heure, était maintenant une inconnue complète. Mais alors qu'elle sentait les petites mains s'accrocher aux siennes, elle sut qu'elle avait fait le bon choix. Parfois, pensa-t-elle, une journée ordinaire n'est que le prélude à quelque chose d'extraordinaire. Et parfois, perdre tout ce que vous avez n'est que le début de la découverte de quelque chose que vous ne saviez jamais que vous cherchiez. Les derniers rayons du soleil dansaient sur les vitres du bistrot, alors que le trio marchait lentement sur le trottoir. Une femme d'âge moyen dans un uniforme usé et deux petites filles identiques. C'était sûrement un spectacle qui attirait l'attention des passants, mais Amélie ne se souciait plus des regards. Pour la première fois depuis longtemps, elle suivait son cœur, et c'était tout ce qui comptait. Pierre-Antoine Moreau n'attirait pas l'attention quand il ne le voulait pas, et il le voulait rarement. Assis dans le coin le plus discret du bistrot, vêtu d'un simple pull gris et d'un pantalon sombre, il ressemblait à n'importe quel autre client prenant un café en fin d'après-midi. Sa montre Patek Philippe était cachée sous sa manche, et ses souliers italiens faits main auraient pu passer pour n'importe quelle paire de grands magasins pour un œil non averti. Il observait tout derrière le bord de sa tasse de café noir, un café étonnamment bon pour un si modeste bistrot. Au cours de la dernière heure, ses yeux attentifs avaient suivi la serveuse d'âge moyen, alors qu'elle se déplaçait entre les tables, avec une grâce qui ne peut venir que d'années d'expérience. Amélie, avait-il entendu les autres l'appeler? Quelque chose en elle l'intrigua dès le moment où il entra. Peut-être était-ce la façon dont elle souriait, non pas le sourire artificiel de quelqu'un forcé de servir le public, mais un sourire authentique qui atteignait ses yeux. Ou peut-être était-ce la façon dont elle ignorait discrètement quelques pièces manquantes sur les factures des clients âgés. L'arrivée des jumelles changea tout. Pierre-Antoine regarda, apparemment absorbé par son journal numérique, le drame se dérouler. Il vit le moment exact où l'expression d'Amélie changea en apercevant les enfants par la fenêtre, l'hésitation momentanée, puis la résolution dans ses yeux avant qu'elle n'agisse. Ses doigts, qui normalement auraient envoyé une douzaine d'emails sur son smartphone haut de gamme, restaient immobiles sur la table alors qu'il était témoin de son acte de gentillesse. En tant que PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, Pierre-Antoine était habitué aux gens qui calculaient chaque mouvement, attendant toujours quelque chose en retour. L'acte désintéressé d'Amélie était comme un rayon de lumière dans un monde dominé par les transactions. Sa confrontation avec le propriétaire fit imperceptiblement se contracter sa mâchoire. Pierre-Antoine connaissait les hommes comme Jean-Pierre, de petits dictateurs dans leur petit domaine. Combien coûterait l'achat de ce bistrot? La pensée lui traversa l'esprit avant qu'il ne puisse l'arrêter. Mais non, ce serait trop évident, trop direct. Des années à construire un empire lui avaient appris que parfois, les meilleurs investissements nécessitent de la patience. Quand Amélie fut renvoyée, quelque chose en lui changea. Un souvenir longtemps enfoui sous des années de réunions du conseil d'administration et de rapports trimestriels refit surface. C'était en 1989, et Pierre-Antoine n'avait que 12 ans. Sa mère venait de perdre son emploi à l'usine, et le minuscule appartement qu'ils appelaient leur maison était sur le point de leur glisser entre les doigts comme du sable. Ils pouvaient encore sentir le curry de l'appartement de Madame Patel à côté quand elle frappa à leur porte cette froide nuit d'hiver. « Je ne peux pas accepter ça », avait dit sa mère, les larmes aux yeux, face à l'épaisse enveloppe que Madame Patel lui tendait. « Ce n'est pas de la charité, Jennifer », avait répondu fermement la femme indienne. « C'est un investissement. Quand votre Pierre-Antoine deviendra un homme important, il se souviendra de ce moment. » Cet argent avait été suffisant pour les maintenir dans l'appartement pendant 3 mois de plus, assez longtemps pour que sa mère trouve un autre emploi. Madame Patel ne leur permit jamais de la rembourser, même des années plus tard, quand Pierre-Antoine essaya de lui rendre l'appareil avec de généreux intérêts.
Certaines dettes, avait-elle dit avec un sourire mystérieux, ne peuvent être remboursées qu'en aidant les autres. Pierre-Antoine cligna des yeux, revenant au présent. Amélie et les jumelles quittèrent le bistrot, 3 silhouettes solitaires contre le ciel du soir. Il attendit quelques instants avant de se lever, laissant un pourboire assez généreux pour faire écarquiller les yeux de Jean-Pierre quand il le trouverait. Avec des mouvements délibérément désinvoltes, il enfila son manteau et sortit dans la rue. L'air glacial d'octobre lui mordit le visage alors qu'il regardait le trio descendre le trottoir. Son chauffeur, discrètement garé de l'autre côté de la rue, fit mine de s'approcher, mais Pierre-Antoine l'arrêta d'un geste subtil. Pas encore. D'abord, il devait être sûr. Alors, à quelques mètres de distance, restant dans les ombres grandissantes de la fin d'après-midi, Pierre-Antoine suivit le petit groupe. Ses souliers italiens, parfaits pour les salles de conseil, protestèrent contre l'asphalte inégal, mais il remarqua à peine l'inconfort. Ses yeux étaient fixés sur la scène devant lui. Amélie, toujours dans son uniforme de bistrot, guidant doucement les 2 filles. Même à distance, il pouvait voir comment elle essayait de maintenir une façade solide, bien que ses épaules tremblent parfois, presque imperceptiblement. Pierre-Antoine savait, sans vérifier, que son assistant effectuait déjà une vérification complète des antécédents d'Amélie et essayait de trouver des informations sur les jumelles. Un seul SMS discret en quittant le bistrot avait mis en marche sa machine à information. Mais ce n'était pas pour ça qu'il les suivait. Les données pouvaient être obtenues d'innombrables façons, surtout si vous aviez des ressources pratiquement illimitées. Non, il avait besoin de voir autre chose, quelque chose qu'aucune vérification d'antécédents ne pourrait révéler. Il avait besoin de voir si Amélie garderait sa dignité et sa détermination même quand elle croyait que personne ne la regardait, si son moment de bravoure dans le bistrot était un acte fugace ou faisait vraiment partie de qui elle était. Il obtint sa réponse quelques minutes plus tard, les regardant s'arrêter dans un petit parc. Amélie s'assit sur un banc avec les filles, et même de loin, Pierre-Antoine pouvait voir qu'elle essayait de les réconforter malgré sa propre situation précaire. C'est à ce moment-là qu'il sut. Ce moment, une femme qui venait de tout perdre et qui trouvait encore la force de réconforter 2 enfants perdus, dit à Pierre-Antoine tout ce qu'il avait besoin de savoir. Sortant son téléphone, il tapa rapidement un message à son assistant. « Préparez tout. Nous allons les aider. Madame Patel avait eu raison, après tout. Certaines dettes ne peuvent être remboursées qu'en aidant les autres. Et maintenant, 3 décennies plus tard, c'était à son tour de faire un investissement qui ne pouvait pas être mesuré en euros ou en actions. » Pierre-Antoine se tourna et se dirigea vers sa voiture, son esprit formulant déjà des plans. Demain, il entrerait officiellement dans leur vie. Mais pour l'instant, il les laisserait avoir ce moment ensemble, 3 âmes perdues, qui, sans le savoir, étaient sur le point de trouver un nouveau départ. À l'horizon, le soleil poursuivait sa descente inévitable, peignant le ciel de nuances de pourpre et d'or. Pierre-Antoine sourit légèrement, réfléchissant à la façon dont la vie déplace parfois ses pièces de manière mystérieuse. Il était entré dans ce bistrot pour rien de plus qu'une tasse de café, et maintenant il avait un nouveau but. Le vent froid d'octobre soufflait des feuilles sèches le long du trottoir, alors qu'Amélie s'asseyait sur le bord du trottoir, devant le bistrot, ses jambes soudainement trop faibles pour la porter. Les jumelles s'installèrent instinctivement de chaque côté d'elle, leurs petits corps cherchant chaleur et réconfort. Pendant quelques instants, personne ne parla. Les bruits de la circulation, des gens qui se dépêchaient, du monde qui continuait sa routine implacable, tout semblait lointain, comme s'ils étaient dans une bulle de choc et d'incertitude. « Je suis désolée, » murmura enfin Amélie, sa voix tremblante. « Je devrais avoir un plan, je devrais savoir quoi faire maintenant, mais... » L'une des jumelles, celle avec une petite égratignure au-dessus du sourcil gauche, leva timidement la main et toucha la joue d'Amélie, où une seule larme avait glissé sans qu'elle ne s'en aperçoive. « Ne pleure pas, » dit la fille, sa voix si douce qu'elle était à peine audible. C'étaient les premiers mots que l'une ou l'autre avait prononcés. Amélie cligna des yeux, surprise à la fois par les mots et le geste. « Pouvez-vous me dire vos noms »
Les jumelles échangèrent de nouveau cette communication silencieuse. Cette fois, l'autre répondit, sa voix tout aussi basse. « Je m'appelle Lise, » dit-elle, puis elle montra sa sœur avec l'égratignure. « Elle, c'est Margot. »« Lise et Margot, » répéta Amélie, sentant un sourire vacillant se former sur ses lèvres, malgré tout. « Des étoiles, ce sont de beaux noms. » Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle fouillait les poches de son uniforme, cherchant son téléphone. Elle devait appeler quelqu'un, demander de l'aide, faire quelque chose, n'importe quoi. Au lieu de son téléphone, ses doigts trouvèrent un morceau de papier plié qu'elle évitait depuis des jours. L'avis d'expulsion. Le papier froissé semblait peser une tonne alors qu'elle le dépliait lentement. Les mots nageaient devant ses yeux. Dernier avertissement. Préavis de 72 heures. Expulsion immédiate. Une vague de vertige la frappa de plein fouet. Pas de travail, pas de maison, pas de plan. Et maintenant, inexplicablement, 2 enfants qui avaient autant besoin d'elle qu'elle avait besoin d'eux. Madame, Lise, ou peut-être Margot, tira doucement sur sa manche. « Vous vous sentez mal ?» Amélie essaya de sourire, mais cela ressemblait plus à une grimace. « Non, ma chérie, je suis juste en train de penser. »« Penser à quoi ?» demanda l'autre jumelle. « Au miracle, » répondit honnêtement Amélie. « Parce que je pense que c'est ce dont nous avons besoin en ce moment. » Comme pour répondre à un ordre invisible, les 2 filles bougèrent simultanément, enlaçant Amélie dans une étreinte serrée. Le geste était si pur et instinctif qu'il brisa quelque chose en elle. Les larmes qu'elle avait retenues commencèrent à couler librement. « Ne pleure pas, » répéta Margot, sa petite main toujours sur la joue d'Amélie. « Nous n'avons nulle part où aller non plus. Mais maintenant, nous sommes ensemble. » La simplicité de cette déclaration fit laisser échapper à Amélie un demi-rire, un demi-sanglot. « Oui, oui, nous sommes ensemble. » Elle prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. « Pouvez-vous me dire d'où vous venez? Où sont vos... » « Excusez-moi. » La voix masculine, douce mais ferme, les surprit toutes les 3. Amélie leva les yeux, tirant instinctivement les filles plus près d'elle. Un homme se tenait à quelques pas, grand, bien habillé de manière discrète, avec un visage qui inspirait une confiance immédiate, ce qui, paradoxalement, rendit Amélie encore plus méfiante. Elle le reconnut vaguement comme un client du bistrot. « Je m'appelle Pierre-Antoine Moreau, » dit-il, en gardant une distance respectueuse. « J'ai vu ce qui s'est passé à l'intérieur. » Amélie se leva rapidement, aidant les jumelles à faire de même. Ses genoux protestèrent après être restées si longtemps assises sur le béton froid. « Nous ne cherchons pas la charité, monsieur, » dit-elle, son ton plus dur qu'elle ne l'aurait voulu. Un léger sourire traversa le visage de Pierre-Antoine. « Je ne propose pas la charité, Amélie. Je propose une opportunité. » La façon dont il prononça son nom, comme s'il la connaissait, lui envoya un frisson dans le dos. « Comment connaissez-vous mon nom, à part le fait qu'il était sur votre badge ?» demanda Pierre-Antoine, son ton gentiment taquin. « Je vous ai regardé travailler pendant quelques heures. J'ai vu comment vous traitez les gens. J'ai vu votre gentillesse envers Madame Moreau, votre patience avec les clients difficiles, votre courage à faire ce qui est juste, même quand cela vous a coûté votre emploi. » Amélie recula d'un pas, tirant les jumelles avec elle. « Vous m'observiez ?» Pierre-Antoine leva la main dans un geste apaisant. « Pas de la manière que vous pensez. Je suis... Disons simplement que je suis quelqu'un qui reconnaît la vraie gentillesse quand il la voit. Et ce que vous avez fait aujourd'hui, c'était extraordinaire. » « Ce n'était pas extraordinaire, » insista Amélie. « C'était humain. N'importe qui. » « Non, » l'interrompit doucement Pierre-Antoine. « Pas n'importe qui. La plupart auraient appelé les autorités. Ce serait laver les mains du problème. Vous avez tout risqué pour aider 2 enfants que vous ne connaissiez pas. » Les jumelles regardèrent l'échange en silence, leurs yeux passant d'un adulte à l'autre comme des spectateurs à un match de tennis. « Que voulez-vous » demanda directement Amélie, trop fatiguée pour les jeux. « Je veux aider » répondit tout aussi directement Pierre-Antoine. «
J'ai une maison bien trop grande pour une seule personne. J'ai les ressources pour aider à retrouver la famille de ces filles, si elles en ont une. Et plus important encore, j'ai une offre d'emploi pour vous. » Amélie laissa échapper un rire sans humour. Une offre d'emploi d'un étranger qui apparaît de nulle part. « Je suis désolé, monsieur Moreau, mais cela semble dangereux, suspect. »« Oui, j'en suis sûr, » compléta Pierre-Antoine. « C'est pourquoi je suggère que nous fassions cela correctement. » Il sortit un portefeuille de sa poche intérieure et tendit à Amélie une carte de visite. Amélie prit la carte avec des doigts tremblants, ses yeux s'écarquillant, en lisant son nom et son titre. « Vous êtes le PDG de la société Moreau Technologies ?»« Oui, » confirma Pierre-Antoine, sans fierté ni prétention. « Vous pouvez me chercher sur Google, appeler le numéro du bureau, faire toutes les recherches que vous voulez. Je peux même appeler la police maintenant si vous préférez signaler formellement la situation et m'identifier. » Amélie regarda la carte, puis Pierre-Antoine, puis les jumelles accrochées à ses jambes, clairement épuisées. La nuit tombait, l'air se refroidissait. Elle ne pouvait pas rester dans la rue éternellement. « Pourquoi ?» demanda-t-elle enfin. « Pourquoi vous souciez-vous » Le visage de Pierre-Antoine s'adoucit, un regard vulnérable traversant ses yeux. « Parce qu'il y a longtemps, quand j'étais enfant, quelqu'un m'a aidé quand j'en avais le plus besoin. Quelqu'un qui n'avait aucune obligation de le faire. Et cette personne m'a appris que certaines dettes ne peuvent être remboursées qu'en aidant les autres. »« J'ai froid, » murmura une des jumelles, Lise ou Margot, sa voix lasse. Le cœur d'Amélie se serra. Il commençait à faire sombre, la température chutait rapidement. Son appartement serait bientôt hors de sa portée. Elle n'avait pas d'argent pour un motel, et n'importe quel refuge la séparerait immédiatement des filles. « Comment puis-je vous faire confiance ?» demanda-t-elle à Pierre-Antoine, sa voix presque brisée. « Vous ne pouvez pas. »« Pas encore, » répondit-il honnêtement. « Mais vous pouvez faire confiance à votre instinct, le même instinct qui vous a fait aider ces filles aujourd'hui. »« Que vous dit-il maintenant ?» Amélie ferma les yeux un instant, essayant d'écouter cette voix intérieure qui l'avait toujours guidée. La même voix qui lui avait dit de nourrir les jumelles, qui l'avait conduite à tenir tête à Jean-Pierre, qui lui avait dit de choisir le juste plutôt que le sûr. « S'il te plaît, » murmura l'autre jumelle, l'épuisement lourd dans sa petite voix. « J'ai peur de dormir dans la rue encore. Et cela, c'est là l'affaire. » Amélie ouvrit les yeux, rencontrant le regard de Pierre-Antoine. « Si c'est une sorte de piège, ce n'en est pas un, » l'assura Pierre-Antoine. « Vous avez ma parole. Et demain, vous aurez bien plus que cela. Des contrats formels, des garanties légales, tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. Mais pour ce soir, que diriez-vous de commencer par un endroit chaud pour dormir et un repas décent ?» Amélie regarda les jumelles qui pouvaient à peine garder les yeux ouverts. Son instinct protecteur hurlait de ne pas faire confiance aux étrangers, aussi bien habillés ou apparemment bienveillants soient-ils. Mais son cœur disait que parfois, les miracles apparaissent dans les endroits les plus inattendus. « D'accord, » dit-elle enfin, « mais à une condition. Si à un moment donné, je sens que quelque chose ne va pas, nous partons immédiatement. Pas de questions, pas de tentative pour nous arrêter. » Pierre-Antoine hocha solennellement la tête. « Vous avez ma parole, ma voiture est juste là. » Il montra une Mercedes noire discrètement garée de l'autre côté de la rue. « Et mon chauffeur peut confirmer mon identité, si cela peut aider. » Amélie prit une profonde inspiration, sentant le poids de la décision sur ses épaules. « Lise, Margot, » appela-t-elle doucement. « Vous me faites confiance ?» Les jumelles hochèrent la tête à l'unisson. « Alors, essayons ça, ensemble. » Pierre-Antoine sourit, un sourire authentique qui illumina tout son visage. Gardant une distance respectueuse, il guida le petit groupe vers la voiture, où un chauffeur en uniforme tenait déjà la portière ouverte. Alors qu'Amélie aidait les jumelles à s'installer sur la banquette arrière, en cuir souple, elle ne put s'empêcher de penser à quel point la vie peut changer complètement en quelques heures à peine. Ce matin, elle était une serveuse solitaire, essayant de joindre les deux bouts. Maintenant, à la tombée de la nuit, elle montait dans la voiture d'un milliardaire avec 2 enfants qu'elle connaissait à peine, mais qui remplissaient déjà un immense espace dans son cœur.
La voiture s'inséra doucement dans le trafic de la ville, laissant derrière elle le bistrot, l'uniforme usé, l'ancienne vie. Amélie ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais alors qu'elle regardait les jumelles se détendre enfin sur le siège à côté d'elle, elle pensa que peut-être, juste peut-être, cela pourrait être le début de quelque chose d'extraordinaire. Pierre-Antoine, assis à l'avant, donnait de douces indications au chauffeur, sa voix un murmure silencieux se mêlant au ronronnement du moteur. Les lumières de la ville commencèrent à scintiller, illuminant la nuit naissante de milliers de petites étoiles artificielles. Amélie regarda par la fenêtre, regardant son ancienne vie disparaître dans le rétroviseur. Un sourire tremblant se forma sur ses lèvres alors qu'elle réalisait que, pour la première fois depuis longtemps, elle se dirigeait vers quelque chose au lieu de simplement fuir le passé. Les jumelles étaient déjà profondément endormies, leurs têtes reposant l'une contre l'autre, leurs petites mains toujours jointes, fermement même dans leur sommeil. Amélie les regarda un instant, s'émerveillant de la confiance absolue que seuls les enfants semblaient capables de montrer. La voiture poursuivit son voyage à travers la ville, quittant le quartier familier d'Amélie pour se diriger vers les banlieues plus aisées. À travers le reflet de la vitre, elle pouvait voir Pierre-Antoine les regarder occasionnellement dans le rétroviseur avec inquiétude. « Tout ira bien », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. Et étonnamment, pour la première fois de cette journée chaotique, elle y croyait vraiment. La Mercedes glissa silencieusement à travers des portes en fer forgé qui s'ouvrirent automatiquement, et alors qu'ils s'approchaient, Amélie, qui avait passé la majeure partie du trajet à essayer de digérer les événements de la journée, sentit son souffle se couper lorsque le manoir apparut enfin. Il ressemblait à quelque chose sorti d'un film, une structure imposante de 3 étages, qui mélangeait l'élégance classique à des touches modernes. Des jardins méticuleusement entretenus s'étendaient dans toutes les directions, doucement éclairés par des lampes de jardin qui projetaient des ombres dansantes sur la pelouse parfaitement tondue. « Nous sommes arrivés », annonça doucement Pierre-Antoine, se tournant pour regarder la banquette arrière. Les jumelles, qui s'étaient réveillées dans les dernières minutes du trajet, pressaient leurs visages contre les vitres de la voiture, leurs grands yeux reflétant les lumières du jardin. « C'est un château ?» murmura Lise, sa voix un mélange d'admiration et de peur. Pierre-Antoine gloussa doucement. « Pas exactement, mais vous aurez tout l'espace dont vous avez besoin pour jouer. » La voiture s'arrêta au pied d'un escalier en marbre. Avant que le chauffeur ne puisse ouvrir la portière, une femme élégante d'âge moyen apparut en haut des marches. « Voici Madame Dubois, ma gouvernante, » expliqua Pierre-Antoine, aidant tout le monde à sortir de la voiture. « Elle vous a préparé des chambres et a arrangé un dîner léger, au cas où vous auriez faim. » Amélie enregistra à peine ces mots, essayant toujours d'absorber l'ampleur de cet endroit. Le hall d'entrée était plus grand que tout son appartement, avec un lustre en cristal qui coûtait probablement plus que tout ce qu'elle avait jamais possédé. « Par ici, s'il vous plaît », fit un geste chaleureux Madame Dubois. « Les filles doivent être épuisées. » Comme sur un signal, Margot bâilla largement, se frottant les yeux avec le dos de ses mains. Amélie se déplaça automatiquement pour la soulever, mais Pierre-Antoine fut plus rapide. « Puis-je » demanda-t-il doucement, et après un moment d'hésitation, Margot lui tendit les bras. Lise, ne voulant pas être en reste, fut bientôt dans les bras de Madame Dubois. Ils marchèrent dans un couloir décoré d'œuvres d'art qu'Amélie était sûre d'appartenir à un musée, pas à une maison privée. Madame Dubois les conduisit à une aile de la maison qui semblait spécialement préparée pour eux. « Ce sera la chambre des filles », annonça-t-elle, ouvrant une double porte pour révéler un espace qui coupa de nouveau le souffle à Amélie. C'était une chambre de conte de fées. 2 lits à baldaquin, dans des tons doux de rose et de lavande, étaient placés aux coins opposés de l'immense espace. Entre eux se trouvait un espace de jeu avec une maison de poupées aussi haute que la taille d'Amélie, des blocs de construction, des livres colorés et des animaux en peluche de toute taille. « Et ceci, » continua Madame Dubois, ouvrant la porte adjacente, « sera votre chambre. » Si la chambre des filles était un conte de fées, celle d'Amélie était digne d'un magazine.
Un lit king-size avec des draps qui ressemblaient à des nuages dominait l'espace, complété par un coin salon avec des fauteuils moelleux et un bureau élégant. « Il y a des vêtements dans les placards », mentionna nonchalamment Pierre-Antoine comme si ce n'était rien. « Madame Dubois a fait de son mieux pour estimer votre taille, mais nous pourrons avoir plus d'options demain. » Amélie sentit ses jambes flageoler. C'était trop. Le luxe, la gentillesse, la transformation complète de sa réalité en quelques heures. Sentant son malaise, Pierre-Antoine posa doucement Margot sur le sol. « Pourquoi ne pas vous laisser vous installer un peu? Le dîner sera servi quand vous serez prête. Madame Dubois peut aider avec les bains et les vêtements propres pour les filles. » Amélie hocha la tête machinalement, essayant toujours de tout assimiler. Dès qu'ils furent seuls, les jumelles s'élancèrent dans leur nouvelle chambre, leurs expressions oscillant entre l'émerveillement et l'incrédulité. « Amélie » appela Margot, sa voix plus excitée qu'Amélie ne l'avait jamais entendue. « Il y a une salle de bain plus grande que notre ancien appartement. » Le mot « appartement » frappa Amélie comme un coup de poing. Il y a quelques heures à peine, elle s'inquiétait d'un avis d'expulsion sur son minuscule logement. « Allez, vous deux !» dit-elle, se forçant à garder sa voix stable. « Prenons un bain et préparons-nous pour le dîner. » Le bain se transforma en une aventure en soi, les jumelles découvrant les jets du bain à remous et la variété de savons parfumés. Amélie en profita pour les regarder vraiment pour la première fois, remarquant avec inquiétude quelques ecchymoses fanées sur leurs bras et leurs jambes. Après que les filles furent propres et vêtues de pyjamas doux qui semblaient faits sur mesure, Amélie eut enfin l'occasion de se baigner elle-même. L'eau chaude, cascadant sur ses muscles endoloris, semblait laver non seulement la saleté de la journée, mais des années d'inquiétude et d'épuisement. Quand elles descendirent enfin pour le dîner, guidées à travers les couloirs labyrinthiques du manoir par Madame Dubois, elles trouvèrent Pierre-Antoine qui les attendait dans la salle à manger. La table était dressée avec élégance, mais pas de manière intimidante, avec des bols fumant de soupe et du pain frais. « J'espère que vous aimez la soupe de poulet, » sourit-il, tirant les chaises pour les jumelles. « J'ai pensé que quelque chose de réconfortant serait approprié. » Pendant le dîner, Pierre-Antoine maintint la conversation légère, principalement dirigée vers les jumelles. Il avait une aisance naturelle avec les enfants, remarqua Amélie, posant des questions simples, sans insister, lorsqu'elles hésitaient à répondre. Ce n'est qu'après que les filles furent de coucher dans leur nouveau lit, s'émerveillant de leur chambre, que Pierre-Antoine et Amélie eurent enfin l'occasion d'une vraie conversation. « Vous devez avoir des questions, » commença-t-il, la conduisant à un salon plus petit et plus confortable. Amélie s'assit au bord d'un fauteuil moelleux, ses mains agitées sur ses genoux. « Par où commencer? Que diriez-vous du début ?» suggéra Pierre-Antoine, lui tendant une tasse de thé. « Racontez-moi un peu plus sur vous. » Et ainsi, dans le calme de la nuit, Amélie se retrouva à partager son histoire, avoir grandi avec une mère célibataire, commencer à travailler à l'adolescence, ses rêves d'université reportés, ses 15 ans au bistrot. Pierre-Antoine écouta attentivement, posant occasionnellement des questions pertinentes, mais n'interrompant jamais. Quand elle eut terminé, ce fut son tour. « Quand j'avais 12 ans, commença-t-il, le regard lointain, ma mère a perdu son emploi. Nous étions sur le point de perdre notre appartement quand une voisine, Madame Patel, nous a aidés. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle a partagé ce qu'elle avait. » Amélie écouta alors qu'il décrivait comment cet acte de générosité avait changé sa vie, façonnant sa vision du monde et ses valeurs alors qu'il construisait son empire technologique. « Alors, quand je vous ai vu aujourd'hui, risquant tout pour aider ses filles, c'était comme revoir Madame Patel. Ce genre de gentillesse désintéressée est rare, Amélie, et elle mérite d'être reconnue. Mais offrir votre maison, vos vêtements, tout, commença-t-elle. « Ce n'est que de l'argent, » dit doucement Pierre-Antoine. « Ce que vous avez offert à ces filles aujourd'hui, la compassion, le courage, la protection, n'a pas de prix. » Il fit une pause, prenant une gorgée de son thé avant de continuer. « Ce qui m'amène à la partie suivante. J'aimerais vous offrir un emploi. » Amélie se redressa sur sa chaise. « Un emploi à la société Moreau Technologies.
Nous vous commencerions dans un rôle administratif, avec des possibilités d'évolution. Cela inclut une couverture santé complète qui vous couvrirait vous et les jumelles. » « Et les jumelles ?» interrompit Amélie. « Mais elles ne sont pas... Je ne suis pas légalement responsable d'elles. Pas encore. Mais nous pouvons travailler là-dessus, si vous le souhaitez. J'ai une excellente équipe juridique qui peut aider à obtenir la tutelle temporaire pendant que nous cherchons leur famille, si elles en ont une. » Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Pourquoi faites-vous tout ça ? » ?»« Parce que je le peux. Parce que je le dois. Parce que ces filles vous ont choisi comme leur protectrice et que vous les avez choisies en retour. Et parce que, il sourit doucement, il est peut-être temps pour moi de rembourser la gentillesse que j'ai reçue il y a si longtemps. » Dans les jours qui suivirent, Amélie découvrit que s'adapter à une nouvelle vie était à la fois plus facile et plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Les jumelles s'épanouirent presque immédiatement, leur résilience naturelle d'enfant leur permettant de s'adapter avec une facilité qu'Amélie enviait. Son premier jour à la société Moreau Technologies fut un tourbillon d'émotions. Pierre-Antoine la présenta personnellement au personnel, provoquant un certain émoi de curiosité. Son nouveau bureau, elle avait un bureau, était plus grand que son ancien appartement, avec une vue sur la ville qui lui donnait le vertige chaque fois qu'elle regardait par la fenêtre. Sarah, sa nouvelle superviseure, était patiente et compréhensive, la guidant à travers les systèmes et les procédures avec une gentillesse qui fit qu'Amélie se sentit moins perdue. Pourtant, il y avait des moments où elle se sentait complètement dépassée, surtout lorsque des cadres en costumes coûteux passaient devant son bureau en parlant avec des acronymes qui ressemblaient à une langue étrangère. À la maison, et c'était étrange comme le manoir commençait à ressembler à une maison, les choses étaient à la fois plus simples et plus complexes. Les jumelles s'ouvrirent lentement, révélant des fragments de leur passé dans des commentaires désinvoltes et des cauchemars occasionnels. Pierre-Antoine était toujours là, mais jamais intrusif. Il avait le don d'apparaître exactement au moment où on avait besoin de lui et de s'effacer en arrière-plan quand Amélie avait besoin d'espace. Les nuits où les filles faisaient des cauchemars, il se présentait souvent dans la cuisine avec du chocolat chaud pour tout le monde, comme s'il savait instinctivement que personne ne dormirait. C'est lors d'une de ces nuits, après que les jumelles se furent finalement rendormies, que Pierre-Antoine mentionna l'école. « Il y a un excellent lycée privé à quelques minutes d'ici, » dit-il nonchalamment en faisant tourner sa tasse de chocolat chaud. « Le lycée Saint-Michel. Ils ont un programme spécial pour les enfants qui ont besoin d'une aide supplémentaire pour s'adapter. » Amélie se mordit la lèvre, inquiète. « Une école privée ? Pierre-Antoine, je ne peux absolument pas. Cela fait partie de votre package d'avantages, l'interrompit-il doucement. Tous les employés de la société Moreau Technologies reçoivent une aide à l'éducation pour leurs personnes à charge. Mais elles ne sont pas officiellement mes personnes à charge. Pas encore, argumenta faiblement Amélie. Les papiers pour la tutelle temporaire devraient arriver cette semaine, dit Pierre-Antoine en souriant. Mes avocats sont très efficaces. Et ainsi, 2 semaines seulement après le jour qui avait changé leur vie, Amélie se retrouva dans un magasin d'uniformes scolaires, regardant les jumelles essayer des blazers bleu marine portant l'écusson doré du lycée Saint-Michel. « Regarde, Amélie !» Lise tourbillonna, sa jupe plissée s'évasant. C'est comme une tenue de princesse. Margot, toujours la plus silencieuse, lissa simplement la cravate rayée avec révérence, comme si elle ne pouvait pas croire que quelque chose d'aussi beau lui appartenait. « Vous êtes toutes les deux magnifiques, » dit Amélie, ravalant la boule dans sa gorge. À un moment donné, au cours de ces 2 semaines, elle avait cessé de se demander quand elle se réveillerait de ce rêve et avait commencé à accepter que peut-être, juste peut-être, les contes de fées pouvaient être réels. Pierre-Antoine, qui avait insisté pour les accompagner acheter les uniformes, regarda la scène avec un sourire satisfait. « Il nous reste encore à acheter les fournitures scolaires, » leur rappela-t-il, « et les sacs à dos. Chaque princesse a besoin du bon sac à dos. » Les jumelles poussèrent des cris de joie, courant vers la section des sacs à dos du magasin. Amélie profita de l'instant pour se rapprocher de Pierre-Antoine. « Merci, » dit-elle doucement. « Pour tout ça, je sais que je l'ai déjà dit, mais... »
Tu n'as pas à me remercier, l'interrompit-il gentiment. Les voir sourire comme ça, c'est tout le remerciement dont j'ai besoin. Amélie regarda les jumelles débattre avec enthousiasme de la meilleure princesse Disney pour le design de leur sac à dos. Il était difficile de croire que c'étaient les mêmes enfants effrayés et affamés qu'elle avait rencontrés il y a à peine 2 semaines. « J'ai encore peur, admit-elle à voix basse. Que je ne sois pas à la hauteur, que je déçoive tout le monde, que tu aies peur d'être heureuse, proposa Pierre-Antoine en connaissance de cause. Amélie le regarda, surprise. Comment as-tu... Parce que j'ai ressenti ça aussi, sourit-il. Quand ma vie a finalement commencé à se mettre en place après avoir lutté si longtemps. C'est terrifiant d'accepter que peut-être nous méritons de bonnes choses. Amélie, appela Margot, courant vers elle avec 2 sacs à dos à la main. Lequel trouves-tu le plus joli? Ils sont tous les 2 adorables, ma chérie, répondit honnêtement Amélie. Pourquoi ne prendrions-nous pas les 2 et vous pourrez vous les échanger? Les yeux des jumelles s'écarquillèrent à cette possibilité, et Amélie réalisa qu'elle commençait à penser comme quelqu'un qui n'avait plus à compter chaque centime. C'était étrange, mais pas désagréable. Cette nuit-là, après que les jumelles se furent finalement endormies, épuisées mais heureuses de leurs nouveaux uniformes et fournitures, Amélie resta éveillée un moment dans sa nouvelle chambre, organisant les achats de la journée. Chaque crayon, chaque cahier, chaque pièce de l'uniforme avait été choisie avec un tel enthousiasme par les filles. C'était surréaliste de se souvenir qu'il y a à peine 2 semaines, elles avaient à peine de quoi manger. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Pierre-Antoine, portant 2 tasses de thé. « Je pensais que tu serais peut-être encore réveillée, » dit-il en lui tendant l'une des tasses. « Les filles sont vraiment excitées pour l'école, » sourit Amélie en acceptant le thé. Elle pouvait à peine dormir. Lise a déjà décidé comment elle allait se coiffer, et Margot veut dormir dans son uniforme. Pierre-Antoine rit doucement, prenant place dans l'un des fauteuils confortables de la pièce. « Ça me rappelle mon premier uniforme scolaire. Après que les choses ont commencé à s'améliorer pour ma mère et moi, j'ai dormi dedans pendant 3 nuits d'affilée. » Amélie s'installa dans le fauteuil en face de lui, s'autorisant à se détendre pour la première fois de la journée. « Comment fais-tu ça, Pierre-Antoine? » Faire quoi? Savoir exactement quoi dire. Quoi faire? Comment faire en sorte que les gens se sentent normaux, même dans tout ça? Elle fit un geste vague autour d'elle, vers les environs luxueux. Pierre-Antoine réfléchit un instant à la question avant de répondre. « Peut-être parce que je n'oublie jamais d'où je viens. » Tout ce luxe, Amélie, ce ne sont que des choses. Ce qui compte vraiment, ce sont les gens, les liens que nous créons, les moments que nous partageons. Comme aujourd'hui au magasin d'uniformes. « Exactement, » sourit-il. Voir ces filles si heureuses signifiait plus que n'importe quel contrat que j'ai jamais conclu. Ils restèrent assis dans un silence complice pendant quelques instants, sirotant leur thé et contemplant comment la vie pouvait changer si radicalement en si peu de temps. « Elle commence lundi, » dit finalement Amélie. « Je suis nerveuse. »« C'est naturel, » la rassura Pierre-Antoine. « Mais elles s'en sortiront bien. Ce sont des filles fortes, tout comme leur tutrice. » Amélie sentit ses joues s'échauffer au compliment. « Je n'arrive toujours pas à croire que je suis officiellement leur tutrice maintenant. Les papiers sont passés si vite. »« Mes avocats sont efficaces, » plaisanta Pierre-Antoine avec un clin d'œil. « Et ça aide que vous ayez déjà formé un lien si fort avec elles. L'assistante sociale a été impressionnée de la rapidité avec laquelle elles se sont attachées à vous. »« Elles sont spéciales, » murmura Amélie, les yeux remplis de larmes. « Parfois, j'ai l'impression qu'elles ont toujours été les miennes. » Pierre-Antoine se leva, ramassant les tasses de thé vides. Peut-être qu'elles étaient censées l'être. Comme on dirait en Amérique, parfois les familles se forment dans les moments et les endroits les plus inattendus. Avant de partir, il s'arrêta à la porte. « Oh, et Amélie, vous commencez votre nouveau poste lundi aussi. J'ai pensé que ce serait bien que vous et les filles commenciez vos nouveaux voyages ensemble. »« Nouveau poste ?» répéta Amélie, confuse. « Assistante de direction du président ?» sourit Pierre-Antoine. « Après tout, j'ai besoin de quelqu'un avec votre jugement et votre intégrité travaillant directement avec moi.
Les RH vous donneront les détails demain. » Sur ce, il partit, laissant Amélie dans le luxueux fauteuil, songeant à comment une journée ordinaire dans un modeste bistrot s'était transformée en le début d'une vie entièrement nouvelle. Dehors, la lune brillait sur les jardins du manoir, et quelque part dans le couloir, 2 petites filles identiques dormaient paisiblement, rêvant d'uniformes scolaires et de princesses Disney. Amélie sourit, se levant pour vérifier les jumelles une dernière fois avant de se coucher. Demain serait une autre journée pleine de préparatifs et d'anxiété, mais pour la première fois depuis longtemps, elle était sincèrement excitée par l'avenir, non seulement pour elle-même, mais pour la petite famille improbable qu'il devenait. Elle, les jumelles, et oui, même Pierre-Antoine, avec sa gentillesse discrète et sa générosité sans bornes. En passant devant la chambre des filles, Amélie les trouva profondément endormies. Margot serrait encore le nouveau blazer de l'école. Lise avait repoussé ses couvertures comme elle le faisait toujours, et Amélie les remonta doucement autour d'elle. « Bonne nuit, mes petites étoiles », murmura-t-elle, embrassant chacune doucement sur le front, avant de sortir et de se diriger vers sa propre chambre. Demain apporterait de nouvelles découvertes et de nouveaux ajustements, mais maintenant, Amélie savait qu'elle n'était plus seule dans ce voyage. Et cela, plus que tout le luxe du monde, était le vrai miracle. Les premiers rayons de l'aube commençaient à peine à colorer le ciel quand Amélie entendit les portes de la chambre des filles s'ouvrir. Des pas rapides dans le couloir, des chuchotements excités, puis sa propre porte s'ouvrit en grand, révélant Lise et Margot entièrement vêtues de leurs uniformes scolaires. « Amélie, réveille-toi, c'est aujourd'hui !» chanta pratiquement Lise, rebondissant sur le lit, tandis que Margot planait dans l'embrasure de la porte, ajustant nerveusement sa cravate rayée. « Je suis réveillée, rit Amélie en se redressant dans le lit. Elle était éveillée depuis un moment, en fait, ses propres nerfs l'empêchant de bien dormir avant ce premier jour, le premier jour des filles à l'école, et son premier jour dans son nouveau poste. Le petit déjeuner fut un mélange d'excitation et d'anxiété. Madame Dubois avait préparé des crêpes spéciales pour l'occasion, décorées de fruits en forme de visage souriant. Pierre-Antoine était déjà à table, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine. « Mes petites érudites », sourit-il en admirant les jumelles dans leurs uniformes impeccables, prêtes pour le grand jour. Les semaines qui suivirent passèrent dans un tourbillon de nouvelles routines et de découvertes. Au lycée Saint-Michel, Lise et Margot firent face à des défis différents. Lise, plus extravertie, se fit rapidement des amis, tandis que Margot, plus réservée, préférait initialement lire seule pendant la récréation. Madame Amélie appela Madame Thompson, l'une de leurs enseignantes, après la 2e semaine de cours. « Pourriez-vous m'accorder un instant ?» Amélie sentit son cœur se serrer, craignant que quelque chose n'aille pas, mais le sourire de l'enseignante était bienveillant. « Je voulais juste mentionner que Margot a un talent extraordinaire pour les mathématiques, » dit-elle, montrant à Amélie quelques devoirs terminés. « Et Lise ? Eh bien, venez voir ça. » Sur le mur de la classe, un dessin lumineux se détachait, une représentation étonnamment détaillée du manoir, avec Amélie et Pierre-Antoine se tenant la main avec les jumelles dans le jardin. « Elle a un don artistique naturel, » expliqua l'enseignante. « J'ai pensé que vous aimeriez le savoir. » Au travail, Amélie trouva son propre lot de défis et de triomphes. En tant qu'assistante de direction de Pierre-Antoine, elle réalisa que gérer un bistrot très fréquenté pendant 15 ans n'était pas si différent de coordonner l'emploi du temps d'une entreprise. « Comment fais-tu ça ?» demanda un après-midi Pierre-Antoine, après qu'Amélie eut habilement réorganisé une série de réunions conflictuelles. « Faire quoi ? Avoir l'air si facile, » sourit-il, ce sourire qui, dernièrement, faisait battre le cœur d'Amélie un peu plus vite. Les soirées au manoir avaient développé leur propre routine réconfortante. Après le dîner, pendant que les jumelles faisaient leurs devoirs dans le bureau, Amélie et Pierre-Antoine travaillaient souvent côte à côte, échangeant occasionnellement des regards par-dessus leurs ordinateurs portables. Un soir, alors que les jumelles dormaient et qu'Amélie organisait quelques rapports, elle sentit le regard de Pierre-Antoine sur elle. « Quoi ?
demanda-t-elle, consciente de la chaleur qui montait à ses joues. « Tu es extraordinaire, tu sais ça ?» La simplicité de sa déclaration la prit au dépourvu. Pierre-Antoine. « Non, laisse-moi finir, » dit-il en fermant son ordinateur portable. « Je regarde comment tu jongles avec tout, les filles, le travail, cette nouvelle vie. Et tu fais en sorte que ça paraisse naturel, comme si ça avait toujours dû être ainsi. » Amélie sentit son cœur battre la chamade. « C'est facile quand on a de l'aide, » répondit-elle doucement. « Amélie ?» commença Pierre-Antoine, mais il fut interrompu par un cri venant de la chambre des jumelles. Tous deux se levèrent d'un bond, se précipitant dans le couloir. Margot était en proie à un autre cauchemar, quelque chose qui arrivait moins souvent maintenant, mais encore parfois. Lise était déjà à ses côtés, lui tenant la main. « Chut, c'est bon, » murmura Amélie en s'asseyant sur le lit. Pierre-Antoine arriva quelques instants plus tard, avec le chocolat chaud qui semblait toujours les calmer. « Amélie ?» demanda Margot d'une voix ensommeillée, après que le cauchemar fut passé et que la majeure partie du chocolat chaud fut bu. « Est-ce que toi et Pierre-Antoine, vous êtes nos parents, maintenant ?» La question figea Amélie sur place. Elle regarda Pierre-Antoine, qui s'était arrêté au milieu de la collecte des tasses vides. « Ma chérie, » commença Amélie avec précaution. « C'est compliqué, mais... »« Mais vous êtes comme des parents, » insista Lise. « Vous vous occupez de nous quand on est malade, Pierre-Antoine nous aide en maths, vous venez à nos événements scolaires, et vous vous regardez comme les parents d'Émilie. Et vous vous regardez comme les parents d'Émilie, » ajouta timidement Margot. Amélie sentit son visage s'empourprer. Pierre-Antoine se racla doucement la gorge. « Les filles, » dit-il en s'asseyant sur l'autre lit. « Parfois, les familles se forment de différentes manières. L'important, c'est que nous tenons beaucoup à vous. Mais pourriez-vous être nos vrais parents ?» persista Lise, « avec des papiers et tout ?» Après que les jumelles se furent finalement rendormies, Amélie et Pierre-Antoine se retrouvèrent dans le couloir, l'air épais de mots non dits. « Il faut qu'on parle, » dit doucement Pierre-Antoine, la guidant vers le bureau. La cheminée était allumée, projetant des ombres dansantes sur les étagères. Amélie s'assit dans son fauteuil habituel, regardant Pierre-Antoine verser 2 verres de vin. « Elles n'ont pas tort, tu sais, » commença-t-il en lui tendant un verre. « Sur la façon dont je te regarde. » Amélie sentit son souffle se couper. « Pierre-Antoine. »« Laisse-moi finir, » dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Ces dernières semaines, ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Te voir avec les filles, travailler avec toi, partager ces moments. Amélie, j'ai été seule si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que de faire partie de quelque chose de plus grand que moi. J'ai ressenti quelque chose aussi, admit doucement Amélie. Mais c'est compliqué. Les filles sont exactement la raison pour laquelle nous devrions y réfléchir, termina Pierre-Antoine. Elles ont besoin de stabilité, d'une famille. Et nous? Eh bien, nous sommes déjà une famille, n'est-ce pas? Mais, et si ça ne marche pas? Exprima Amélie sa plus grande peur. Et si on gâche tout? Pierre-Antoine posa son verre et s'agenouilla devant le fauteuil d'Amélie, prenant ses mains dans les siennes. Et si ça marche? Et si c'est exactement ce dont nous avons tous besoin? Le lendemain, Pierre-Antoine organisa une réunion avec son équipe juridique. L'avocat principal, maître Richard, étala plusieurs documents sur la table de conférence. Les recherches préliminaires n'ont révélé aucun parent vivant pour les jumelles, rapporta-t-il. Leurs parents sont décédés dans un accident de voiture il y a 8 mois et apparemment, elles se sont enfuies du foyer d'accueil où elles avaient été placées. Le cœur d'Amélie se serra en imaginant les filles seules dans les rues pendant si longtemps. Quant à l'adoption conjointe, poursuivit maître Richard, ce n'est pas sans précédent, mais cela peut être compliqué. Le fait que madame Amélie ait déjà la tutelle temporaire et un lien fort établi joue en notre faveur. La situation financière de M. Moreau et l'environnement stable aident également. Et le fait que nous ne soyons pas conventionnels, demanda timidement Amélie. Les familles se présentent sous toutes les formes de nos jours, sourit l'avocat. Ce qui compte, c'est l'intérêt supérieur des enfants. Dans les semaines qui suivirent, alors que les avocats préparaient les documents nécessaires, Amélie et Pierre-Antoine explorèrent prudemment
leur relation grandissante. De petits gestes, un contact accidentel des mains, un regard qui s'attardait, devinrent plus fréquents. Les jumelles semblaient s'épanouir davantage, sentant le bonheur naissant autour d'elles. Margot rejoignit le club de mathématiques de l'école, tandis que Lise eut son premier dessin accepté dans une exposition d'art pour enfants. C'est lors de cette exposition d'art, en regardant Lise expliquer fièrement son dessin à d'autres parents et Margot applaudir sa sœur avec enthousiasme, que Pierre-Antoine se tourna vers Amélie. « Épouse-moi » dit-il simplement. Amélie faillit renverser son eau. « Quoi ? Épouse-moi » répéta Pierre-Antoine. « Pas à cause des jumelles, ou de l'adoption, ou de toute autre raison, mais parce que je t'aime. Je t'aime depuis ce jour au bistrot où je t'ai vu tout risquer pour aider 2 enfants que tu ne connaissais pas. » Amélie regarda les jumelles, le tableau sur le mur montrant 4 personnages se tenant la main, cet homme remarquable qui avait changé sa vie de tant de façons. « Oui, » répondit-elle, et ce fut le mot le plus facile qu'elle ait jamais prononcé. Le sourire de Pierre-Antoine illumina tout son visage. Doucement, il glissa une bague à son doigt. Bien sûr, il avait prévu cela. Et Amélie rit en réalisant qu'elle était parfaitement à sa taille. « Je crois que nous avons des nouvelles à annoncer aux filles, » sourit-elle. Cette nuit-là, après avoir annoncé aux jumelles le mariage et leur projet d'aller de l'avant avec une adoption conjointe, ce qui entraîna des cris de joie et un câlin de groupe qui faillit faire tomber tout le monde, Amélie trouva Pierre-Antoine dans le bureau. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle une dernière fois. « C'est un grand changement. Une grande responsabilité. » Pierre-Antoine la prit dans ses bras, faisant taire ses inquiétudes d'un doux baiser. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie, » murmura-t-il contre ses lèvres. Dehors, dans le bureau, 2 petites silhouettes en pyjama assorties se serraient l'une contre l'autre, des sourires identiques sur leurs visages. Lise et Margot avaient attendu si longtemps une famille, et maintenant, enfin, elles avaient trouvé non seulement une maison, mais un endroit où elles appartenaient vraiment. Quelques minutes plus tard, Amélie et Pierre-Antoine trouvèrent les jumelles endormies dans le couloir. Ensemble, ils les portèrent jusqu'à leur lit, les bordant doucement sous les couvertures. « Bonne nuit, mes petites étoiles » murmura Amélie, comme elle le faisait chaque nuit. « Bonne nuit, la famille » ajouta doucement Pierre-Antoine. Car c'est ce qu'ils étaient, maintenant, une famille. Peut-être pas une famille conventionnelle, née de circonstances extraordinaires, unie par le choix plutôt que par le sang. Mais une famille, néanmoins, construite sur une base d'amour, de confiance et de ce premier acte de gentillesse dans un modeste bistrot, un jour par ailleurs ordinaire. L'automne laissa place à l'hiver. Lorsqu'Amélie et Pierre-Antoine entrèrent dans l'élégant bureau de maître Richard ce lundi matin. L'avocat, un homme d'âge moyen avec des lunettes à monture dorée et un sourire bienveillant, était assis derrière un imposant bureau en acajou, entouré de piles de documents soigneusement organisés. Amélie serra la main de Pierre-Antoine alors qu'il prenait place dans les fauteuils en cuir, son cœur battant la chamade. C'était le moment qu'il préparait depuis des semaines, le début officiel d'un processus qui transformerait leur famille improvisée en quelque chose de permanent et de légal. « Eh bien, » commença maître Richard, ajustant ses lunettes, alors qu'il jetait un dernier coup d'œil au papier. « J'ai tout revu ce matin. Les certificats de naissance des jumelles, les dossiers médicaux, les évaluations scolaires, les preuves de résidence, les états financiers, tout semble en ordre. » Il fit une pause, regardant le couple par-dessus le bord de ses lunettes. « Je dois cependant vous avertir que ce ne sera pas simple. Les adoptions conjointes par des couples non mariés, bien que non sans précédent, font toujours l'objet d'un examen plus approfondi de la part du système. »« Mais nous allons nous marier, » intervint Amélie, sa bague de fiançailles scintillant sous les lumières du bureau. « Est-ce que ça aide ? Cela renforce certainement votre cas, » convint l'avocat. « Tout comme le fait que vous ayez déjà la tutelle temporaire et un lien prouvé avec les filles. Leur performance exceptionnelle au lycée Saint-Michel est également en notre faveur. » Pierre-Antoine se pencha en avant. « Quels sont les principaux obstacles que nous pourrions rencontrer ?» Maître Richard enleva ses lunettes, une action qu'Amélie avait appris à signaler des nouvelles sérieuses. «
Eh bien, le premier défi sera une enquête approfondie. Pas seulement des vérifications de casier judiciaire, évidemment pas un problème pour vous, mais des examens complets, historique financier, références personnelles, évaluation psychologique. Cela semble juste, remarqua Pierre-Antoine. Nous voulons nous assurer que les enfants sont placés dans des foyers sûrs. Oui, mais dans votre cas, il y aura un niveau de surveillance supplémentaire en raison de la nature inhabituelle de la situation. Un PDG milliardaire et son ancienne serveuse se mariant et adoptant 2 enfants qu'ils n'ont rencontrés que quelques mois auparavant. Vous pouvez vous attendre à ce que les gens remettent en question vos motivations. L'estomac d'Amélie se noua. Bien sûr, les gens le remettraient en question. Il y avait probablement déjà des rumeurs qui circulaient, des tabloïds qui spéculaient sur elle, et Pierre-Antoine, des insinuations sur ses intentions avec les jumelles. Comme s'il sentait ses pensées, Pierre-Antoine couvrit sa main de la sienne. « Laissez-les questionner, dit-il fermement. Nous connaissons la vérité. Et plus important encore, les filles la connaissent. » Maître Richard sourit, remettant ses lunettes. « C'est précisément l'attitude dont nous avons besoin. Maintenant, si vous pouviez commencer par signer ces documents initiaux. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Des travailleurs sociaux commencèrent à visiter régulièrement le manoir, observant la dynamique familiale et posant des questions détaillées sur les règles, les routines et les méthodes de discipline. « Comment gérez-vous les cauchemars de Margot, Madame Thompson ?» demanda une travailleuse sociale, au visage plutôt sévère, lors d'une de ses visites. Amélie expliqua le rituel du chocolat chaud, les conversations apaisantes dans le bureau, comment Lise savait instinctivement quand sa sœur avait besoin de réconfort. « Intéressant, » murmura la travailleuse sociale, prenant des notes sur son presse-papier. « Et pour la répartition des responsabilités parentales ?» Pierre-Antoine décrivit comment il partageait toutes les tâches. Amélie aidait généralement avec les devoirs de littérature et d'histoire, tandis qu'il s'occupait des mathématiques et des sciences. Les décisions importantes étaient toujours prises ensemble. Et les filles participent-elles aux décisions qui les concernent ? Bien sûr, répondit promptement Amélie. Par exemple, elles ont choisi la palette de couleurs lorsque nous avons redécoré leur chambre et nous parlons toujours des activités extrascolaires ou des changements dans leur routine. Au milieu de toutes les évaluations et interviews, la vie continuait. À l'école, les jumelles continuaient de briller de manière à faire presque éclater le cœur d'Amélie de fierté. Lise avait rejoint le club d'art et se préparait pour sa première exposition solo, une série de dessins colorés intitulée « Ma famille ». Margot, quant à elle, choqua tout le monde, non seulement en s'inscrivant au concours de mathématiques, mais en remportant la première place dans sa catégorie. « Regarde, Amélie !» s'exclama Margot après la remise des prix, ses yeux brillants alors qu'elle tenait sa médaille d'or. « Est-ce que Pierre-Antoine sera fier ?»« Il l'est déjà, ma chérie », sourit Amélie, serrant sa fille dans ses bras. Car c'est ce qu'était Margot maintenant, sa fille dans son cœur, sinon encore sur le papier. Il a annulé 3 réunions importantes juste pour être ici. Pierre-Antoine, discutant avec d'autres parents à proximité, croisa le regard d'Amélie et sourit, ce sourire spécial qui faisait encore bondir son cœur même après tous ces mois. La soirée de la première exposition d'art de Lise fut tout aussi palpitante. Le lycée Saint-Michel avait transformé le gymnase en une galerie de fortune, avec les œuvres des élèves exposées sur d'élégants panneaux. « Et ceci, » expliqua Lise avec enthousiasme à un groupe d'admirateurs, « c'est ma famille dans notre jardin. Voici Amélie, je veux dire maman, et voici Pierre-Antoine, papa. Et ça, c'est moi et Margot. » Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux en entendant Lise utiliser naturellement maman et papa. À côté d'elle, Pierre-Antoine lui tendit discrètement un mouchoir, ses propres yeux étrangement brillants. Le travail à la Société Moreau-Technologie n'était pas sans défi. Certains membres du conseil d'administration exprimèrent leur inquiétude quant à l'implication personnelle de Pierre-Antoine avec son assistante de direction. « C'est une question d'apparence, Pierre-Antoine », argumenta Bernard Mitchell, l'un des membres les plus anciens du conseil, lors d'une réunion privée. « La presse spécule déjà. Si quelque chose tourne mal avec l'adoption. »
Rien ne tournera mal, l'interrompit fermement Pierre-Antoine. Et même si c'était le cas, ma vie personnelle ne concerne pas le conseil, tant qu'elle n'affecte pas mes performances. Les chiffres du dernier trimestre parlent d'eux-mêmes. Mais c'est lors d'une visite de routine de maître Richard que la première véritable complication survint. Un parent des filles a fait surface, annonça-t-il sans détour, son expression plus sérieuse que d'habitude. Robert Harrison, frère de leur grand-mère maternelle décédée. Il conteste l'adoption et revendique la préférence familiale. Amélie sentit tout l'air quitter ses poumons. À côté d'elle, Pierre-Antoine resta parfaitement immobile. « Où a-t-il été tout ce temps ?» demanda enfin Pierre-Antoine, sa voix contrôlée mais teintée d'une tension qu'Amélie entendait rarement. Apparemment, il vivait à l'étranger et vient d'apprendre le décès des parents. Il a déjà déposé une motion contestant l'adoption. « A-t-il une chance ?» demanda Amélie, sa voix à peine un murmure. Maître Richard enleva ses lunettes, le geste qu'Amélie était venue à redouter. Légalement, les parents de sang ont la préférence dans les cas d'adoption, à moins d'être prouvés inaptes. Et M. Harrison semble avoir une situation financière stable et pas de casier judiciaire. Le dîner de ce soir-là fut tendu. Les jumelles, toujours sensibles à l'humeur des adultes, surent immédiatement que quelque chose n'allait pas. Margot toucha à peine à sa nourriture, tandis que Lise, habituellement bavarde, resta silencieuse. « Vont-ils nous emmener ?» demanda enfin Margot, sa petite voix effrayée, brisant le lourd silence. Amélie sentit son cœur se briser. Avant qu'elle ne puisse répondre, Pierre-Antoine se leva, fit le tour de la table et s'agenouilla entre les chaises des filles. « Écoutez-moi, dit-il avec une conviction qui fit se redresser les jumelles. Personne ne vous emmènera nulle part. Amélie et moi, nous nous battrons pour vous avec tout ce que nous avons. Nous sommes une famille maintenant, et les familles restent unies. Compris ?» Les jumelles hochèrent la tête, des larmes brillant dans leurs yeux. « Promis ?» murmura Lise. « Nous le promettons », répondirent Amélie et Pierre-Antoine à l'unisson. Mais les complications ne s'arrêtèrent pas là. Quelques tabloïds publièrent des articles spéculatifs sur la relation non traditionnelle entre le milliardaire et son ex-serveuse. Un article particulièrement méchant insinuait qu'Amélie menait une arnaque élaborée. Le conseil d'administration de l'entreprise augmenta la pression sur Pierre-Antoine, inquiet de l'impact potentiel sur l'image de l'entreprise. Certains actionnaires se demandaient s'il était trop investi émotionnellement pour diriger. C'est lors de la première audience préliminaire qu'Amélie rencontra enfin Robert Harrison. C'était un homme grand et austère, avec la même couleur d'yeux que les jumelles, un détail qui lui retourna l'estomac. « Ces enfants appartiennent à leur famille de sang », déclara-t-il au tribunal, sa voix dégoulinant de mépris alors qu'il jetait un coup d'œil à Amélie et Pierre-Antoine. Pas à des arrangements modernes douteux. « Monsieur Harrison, » l'interrompit le juge. « Je vous suggère de choisir vos mots plus soigneusement. Ce tribunal n'est pas intéressé par les préjugés personnels. Mais le mal était fait. » Les mots d'Harrison résonnèrent dans l'esprit d'Amélie pendant des jours, nourrissant ses insécurités les plus profondes. Et s'il avait raison? Et si les filles étaient vraiment mieux avec un parent de sang? Pierre-Antoine la trouva un soir dans le bureau, perdu dans ses sombres pensées. « Elles t'ont choisi, » dit-il simplement, s'asseyant à côté d'elle. « Dès ce premier jour au bistrot, quand tu as choisi de les aider, même si cela pouvait te coûter ton emploi. Le sang ne signifie rien comparé à ça. Les semaines se transformèrent en mois. Les travailleurs sociaux continuaient de visiter, tout comme les audiences préliminaires et les piles interminables de paperasse. Amélie et Pierre-Antoine jonglaient avec tout cela, avec leurs emplois à l'entreprise et les besoins des filles. La date de l'audience finale fut enfin fixée. La veille, personne ne dormit bien. Les jumelles refusèrent d'aller dans leur propre lit, alors tous les quatre se retrouvèrent dans le bureau. « Raconte-nous l'histoire de notre rencontre », demanda Lise, se blottissant contre Amélie, tandis que Margot se pelotonnait à côté de Pierre-Antoine. « Eh bien, » commença Amélie, échangeant un sourire avec Pierre-Antoine. C'était juste une journée ordinaire au bistrot. Ils restèrent éveillés toute la nuit comme ça, racontant des souvenirs, se remémorant des moments spéciaux, se faisant des promesses silencieuses.
À un moment donné, les jumelles s'endormirent, mais Amélie et Pierre-Antoine restèrent éveillés, regardant leur fille se reposer. « Peu importe ce qui se passera demain, » murmura Pierre-Antoine, en roulant sa main sur celle d'Amélie, au-dessus des jumelles endormies. « Nous sommes une famille. Rien ne peut changer ça. » La salle d'audience était bondée le lendemain matin. Le personnel de la société Moreau Technologies remplissait plusieurs rangées, y compris Madame Dubois, qui était devenue une sorte de figure de grand-mère. Même quelques anciens clients du bistrot se présentèrent, y compris Madame Moreau, qui insista pour venir bénir sa fille. Les jumelles témoignèrent en premier, leur petite voix déterminée décrivant leur vie avant et après avoir rencontré Amélie et Pierre-Antoine. Amélie, je veux dire maman, a été la première personne depuis longtemps à vraiment nous regarder, expliqua Lise. Pas comme un problème à régler, mais comme des personnes. Et Pierre-Antoine, papa, n'essaie jamais de nous séparer, ajouta Margot. Certaines personnes pensent que nous devrions être pareils en tout, juste parce que nous sommes jumelles. Mais il sait que j'aime les maths et que Lise aime l'art, et que c'est bien comme ça. Ce sont nos parents, conclut simplement Lise. Dans nos cœurs, nous voulons juste rester avec eux. Amélie suivit, sa voix tremblant seulement légèrement alors qu'elle se souvenait de ce premier jour au bistrot. « Je les ai reconnus, dit-elle. Pas avec mon esprit, mais avec mon cœur. Comme si une partie de moi avait toujours su qu'elles étaient de mes filles, attendant juste le bon moment pour se rencontrer. » Pierre-Antoine témoigna en dernier, surprenant tout le monde, en abandonnant son sang-froid habituel d'entreprise. « L'amour ne peut pas être mesuré par des degrés de parenté, dit-il, sa voix teintée d'émotion. C'est quelque chose que vous choisissez de donner chaque jour, dans les grands et les petits moments. C'est aider avec les devoirs, même après une longue journée de travail. C'est faire du chocolat chaud à 3 heures du matin, parce que quelqu'un a fait un cauchemar. C'est faire de la place dans votre cœur et votre vie pour des personnes que vous ne pouvez soudainement plus imaginer vivre sans. » Quand Robert Harrison prit la parole, parlant de valeurs traditionnelles et de liens du sang, Amélie sentit une pointe de peur. Mais ensuite, elle remarqua quelque chose. Le juge ne regardait même pas Harrison. Il regardait les jumelles qui se tenaient entre Amélie et Pierre-Antoine, serrant fermement leurs mains. Après ce qui sembla une éternité de témoignages et d'arguments, le juge se leva enfin pour rendre sa décision. La salle d'audience tomba dans le silence, la tension palpable dans l'air. « Ce tribunal, commença le juge, sa voix profonde résonnant, existe pour servir l'intérêt supérieur des enfants. Pas les désirs des adultes, pas les conventions sociales, mais le bien-être de 2 petites filles qui ont déjà subi trop de pertes dans leur jeune vie. » Il fit une pause, ajustant ses lunettes, alors qu'il consultait ses notes. « Au cours des derniers mois, j'ai eu l'occasion d'examiner chaque aspect de cette affaire. J'ai lu chaque rapport, chaque évaluation, chaque témoignage. J'ai observé non seulement les mots prononcés, mais les actions et les interactions de toutes les personnes impliquées. » Amélie retint son souffle, sentant Pierre-Antoine serrer sa main plus fort. « Ce que j'ai trouvé, » continua le juge, « c'est une famille. Pas une famille traditionnelle, peut-être, mais une famille construite sur des fondations d'amour, de respect et de dévouement mutuel. J'ai vu 2 enfants qui, après un traumatisme important, ont trouvé la stabilité et le bonheur. J'ai vu 2 adultes qui, sans autre obligation que celle imposée par leur propre cœur, ont choisi d'ouvrir leur vie et leur cœur à ces enfants. » Le juge dirigea son regard vers Robert Harrison avant de continuer. « Bien que ce tribunal reconnaisse l'importance des liens du sang, Monsieur Harrison, nous reconnaissons également que la famille est bien plus que la génétique. C'est l'engagement, c'est le choix, c'est l'amour démontré par des actions quotidiennes. » Amélie sentit des larmes glisser sur ses joues. Lise et Margot, assises entre elle et Pierre-Antoine, tenaient fermement leurs mains. Ayant examiné toutes les preuves, y compris les excellents rapports scolaires des filles, les évaluations élogieuses des travailleurs sociaux, leurs progrès remarquables sous la garde des pétitionnaires et, plus important encore, les souhaits clairement exprimés des enfants elles-mêmes, ce tribunal décrète que l'adoption conjointe est accordée. Amélie Moreau et Pierre-Antoine Moreau sont par la présente reconnus comme les parents légaux de Lise et Margot Moreau.
La salle d'audience éclata en applaudissements et en cris de joie. Les jumelles se jetèrent dans les bras de leurs parents désormais officiels, les larmes et les rires se mêlant dans un moment de pur bonheur. « Sommes-nous une vraie famille, maintenant ?» demanda Margot à travers des sanglots joyeux. « Nous l'avons toujours été, mon amour, » répondit Amélie, serrant ses deux filles contre son cœur. « Les papiers ne font que le rendre officiel. » Pierre-Antoine enroula ses bras autour d'eux tous, ses propres larmes coulant librement. « Comme je l'ai dit hier soir, nous sommes une famille. Rien n'a changé ça, et rien ne le changera jamais. » Au milieu de la célébration, Amélie remarqua Robert Harrison partir tranquillement. Pendant un instant, leurs yeux se croisèrent, et elle vit quelque chose changer dans son expression. Peut-être de la compréhension, peut-être de l'acceptation. Il fit un petit signe de tête avant de s'éclipser, et Amélie sentit un dernier poids se soulever de ses épaules. Madame Moreau s'approcha, ses mains ridées caressant le visage d'Amélie. « Tu vois, je t'avais dit que Dieu récompenserait ton cœur d'or. » Madame Dubois était déjà au téléphone, orchestrant une célébration au manoir. Une fête spontanée. Les employés de la société Moreau Technologies se relayaient pour serrer dans leurs bras Pierre-Antoine et Amélie, beaucoup d'entre eux familiers avec les jumelles de leurs visites occasionnelles au bureau. « Maman ?» appela Lise en tirant sur la manche d'Amélie. « On peut rentrer à la maison maintenant ? Je veux dessiner notre nouvelle famille officiellement. »« Nouvelle ?» rit Amélie en essuyant ses dernières larmes. « Bien sûr, ma chérie, rentrons à la maison. » Pierre-Antoine prit Margot dans ses bras, tandis qu'Amélie faisait de même avec Lise. Ensemble, ils sortirent du palais de justice, où le soleil d'hiver brillait étonnamment fort, comme s'il célébrait avec eux. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Amélie regarda sa famille officielle, légale, véritable, et sentit son cœur déborder de joie. D'une journée apparemment ordinaire dans un modeste bistrot était né quelque chose d'extraordinaire. Une famille construite non par le sang, mais par l'amour, par le choix, et par un seul acte de gentillesse qui avait changé toute leur vie pour toujours. Le déménagement se fit progressivement au cours de plusieurs semaines au printemps. Bien que le manoir ait abrité de précieux souvenirs de leurs premiers mois ensemble, la décision unanime fut qu'il était temps de prendre un nouveau départ, dans un endroit qui leur appartiendrait vraiment dès le début. La maison qu'ils choisirent se trouvait dans un quartier calme, à mi-chemin entre le lycée Saint-Michel et les bureaux de la société Moreau Technologies. Elle était plus petite que le manoir, mais suffisamment spacieuse pour que chacun ait son propre espace. Le véritable trésor, cependant, était le jardin arrière, une étendue ensoleillée qui devint rapidement le cœur de la maison. « Que penses-tu de planter un jardin à papillons ici ?» suggéra Amélie un samedi matin en regardant Lise dessiner à son nouvel endroit préféré sous un vieil amandier. La jeune fille leva les yeux de son carnet de croquis, son visage s'illuminant. À 9 ans maintenant, Lise était devenue une artiste encore plus dévouée, ses dessins évoluant de gribouillages enfantins à des compositions de plus en plus sophistiquées. « On pourrait planter de la lavande », s'exclama-t-elle, et ces fleurs violettes dont parlait Madame Dubois qui attirent les papillons monarques. « De la verveine », corrigea automatiquement Margot, sans lever les yeux du livre de sciences qu'elle lisait. Elle avait hérité de la bibliothèque personnelle de Pierre-Antoine de l'ancien manoir, un cadeau qui l'avait fait pleurer de joie en le découvrant. Pierre-Antoine, installant un nouveau système d'irrigation dans la cour, sourit à la conversation. Et si on transformait ça en projet scientifique? Margot peut rechercher les meilleures plantes favorables aux pollinisateurs, et Lise peut concevoir l'aménagement. Les jumelles échangèrent des regards excités. Elle le faisait encore, cette communication silencieuse unique à elle, même après tout ce temps. Ces petits moments serrèrent le cœur d'Amélie d'amour. La vie dans la nouvelle maison s'installa dans une routine naturelle. Les matins étaient une danse chorégraphiée de préparation pour l'école et le travail, Amélie coordonnant les emplois du temps pendant que Pierre-Antoine préparait le petit déjeuner. Il avait découvert un talent surprenant pour faire des crêpes aux formes amusantes. À l'école, les jumelles continuaient d'étonner leur professeur.
Margot, déjà connue pour ses compétences en mathématiques, préparait un grand projet pour la foire scientifique. « C'est sur les énergies renouvelables », expliqua-t-elle pendant le dîner, poussant ses lunettes de lecture sur son nez alors qu'elle gesticulait avec enthousiasme. « Je vais montrer comment on peut utiliser des panneaux solaires pour alimenter toute une maison. Avec l'aide de papa, évidemment. Juste la partie technique, » insista Margot. « La théorie, c'est tout moi. » Pierre-Antoine fit semblant d'essuyer une larme de fierté. « Ma fille, la future ingénieure solaire. » La foire scientifique, qui se tenait dans le gymnase du lycée Saint-Michel, fut un succès retentissant. Le projet de Margot remporta non seulement la première place dans sa catégorie, mais attira également l'œil de plusieurs professeurs d'université en visite, qui étaient venus en tant que juges. « Votre fille a un avenir brillant devant elle », dit l'un d'eux à Amélie et Pierre-Antoine après la remise des prix. Il est rare de voir ce niveau de compréhension scientifique chez quelqu'un de si jeune. Lise, bien sûr, n'était pas en reste. Sa première exposition d'art solo était prévue pour le mois suivant, présentant une collection d'œuvres qu'elle appelait « Portraits de famille ». Ce ne sont pas des portraits normaux, expliqua-t-elle, alors qu'elle et Amélie les arrangeaient dans la petite galerie de l'école. Chacun montre un moment important pour nous. Amélie regarda les dessins, les larmes aux yeux. Il y avait le moment de leur rencontre au bistrot, dépeint avec une sensibilité surprenante pour quelqu'un de si jeune. Leur première nuit au manoir, le jour de l'adoption au palais de justice. Des scènes de tous les jours, dîners en famille, après-midi dans le jardin, soirée cinéma avec du chocolat chaud. « Ce sont des souvenirs, » dit doucement Lise. « Notre histoire. » Lors du vernissage de cette exposition, Pierre-Antoine et Amélie décidèrent qu'il était temps de faire une annonce spéciale. Avec les jumelles à leur côté et entourés d'amis, de familles et de la communauté scolaire, ils présentèrent officiellement la Fondation Nouveau Départ. « Notre histoire a commencé par un acte de gentillesse », commença Amélie, sa voix stable malgré l'émotion. « Un moment où j'ai choisi de suivre mon cœur plutôt que ce qui était sûr ou attendu. Et ce seul moment, poursuivit Pierre-Antoine, ce seul choix a créé des ondulations qui ont changé non seulement nos vies, mais nous ont montré comment nous pouvons avoir un impact sur la vie des autres. La Fondation, expliquèrent-ils, soutiendrait les familles non traditionnelles dans le processus d'adoption, offrant tout, de l'aide juridique aux bourses d'études pour les enfants. Parce que parfois, sourit Pierre-Antoine à ses filles, tout ce dont une famille a besoin, c'est d'une chance. Les préparatifs du mariage devinrent un projet familial dans les mois qui suivirent. Lise se chargea du côté artistique, esquissant des idées détaillées pour chaque partie du décor. Margot développa une feuille de calcul d'une complexité impressionnante pour gérer tous les détails. « Quelque chose de vieux », dit Madame Moreau le matin du mariage, épinglant une délicate broche sur la robe de mariée d'Amélie. La broche, expliqua-t-elle, avait appartenu à sa grand-mère et avait orné 5 générations de mariés. Quelque chose de neuf, ajouta Madame Dubois, présentant une paire de boucles d'oreilles en perles qu'elle avait choisies spécialement pour l'occasion. Quelque chose d'emprunté, proposa Lise, tendant son bracelet porte-bonheur, celui qu'elle portait à toutes ses expositions d'art. Et quelque chose de bleu, termina Margot, présentant un ruban bleu clair qu'elle avait calculé être exactement de la bonne longueur pour être tissé dans le bouquet. Le jardin arrière, maintenant en pleine floraison avec le jardin à papillons que les filles avaient planifié, offrait le cadre parfait pour la cérémonie. Des rosiers grimpants encadraient le kiosque blanc où les vœux seraient échangés, et de petites lumières avaient été tissées dans les branches du vieil amandier. Lise et Margot, dans leurs robes de demoiselles d'honneur, assorties, ornées de papillons brodés à la main, un projet spécial qui avait tenu la couturière occupée pendant des semaines, dansait pratiquement d'excitation alors qu'elles aidaient aux derniers arrangements. Quand Amélie traversa enfin la cour vers le kiosque, avec une jumelle à chaque bras, le monde sembla s'arrêter. Pierre-Antoine l'attendait avec ce même regard qu'elle avait remarqué le premier jour au bistrot, ce mélange unique de gentillesse et de détermination qui avait changé sa vie pour toujours. Les vœux étaient simples mais sincères, écrits ensemble par toute la famille lors d'une soirée spéciale quelques semaines auparavant. « Je te choisis,
commença Pierre-Antoine, la voix stable malgré l'émotion dans ses yeux. Non seulement comme ma femme, mais comme ma partenaire en toutes choses. Je choisis de construire une vie, une famille et un héritage avec toi. Je choisis de t'aimer non seulement dans les moments faciles, mais surtout dans les moments difficiles, lorsque notre amour est le plus nécessaire. Je te choisis, répondit Amélie, des larmes brillant dans ses yeux. Non seulement comme mon mari, mais comme mon compagnon dans chaque aventure. Je choisis de faire face à chaque défi à tes côtés, de célébrer chaque victoire ensemble et de créer un foyer construit sur l'amour, le respect et la compréhension mutuelle. Les jumelles, qui avaient insisté pour ajouter leurs propres vœux, s'avancèrent. « Nous choisissons d'être une famille », dirent-elles à l'unisson, leurs voix claires et confiantes. « Nous choisissons d'aimer et d'être aimés, de prendre soin et d'être soignés. Toujours et à jamais. » Il n'y avait pas un œil sec dans le jardin lorsque l'officiant prononça enfin « Pierre-Antoine et Amélie-Marie et femme ». Le baiser des jeunes mariés fut interrompu par deux petites filles enthousiastes se jetant dans un câlin de groupe, provoquant les rires de tous les présents. La réception qui suivit fut une célébration non seulement de l'amour entre Pierre-Antoine et Amélie, mais de l'amour qui avait créé et soutenu leur famille non traditionnelle. Il y eut de la danse et des rires, des discours sincères et des moments de pure joie. Pendant le dîner, Pierre-Antoine demanda l'attention de tous pour une annonce spéciale. La Fondation Nouveau Départ lançait officiellement son premier programme, un système de mentorat pour les familles en cours d'adoption. Parce que nous savons, dit-il, regardant affectueusement sa famille, que le voyage peut parfois sembler effrayant, mais personne n'a à le traverser seul. Amélie regarda avec fierté ses filles distribuer de petits prospectus sur la Fondation aux invités. Chaque prospectus comportait l'un des dessins de Lise sur la couverture, une illustration simple mais puissante, de mains de différentes tailles et couleurs entrelacées pour former un cœur. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin et que le soleil commençait à se coucher, Amélie trouva un moment de paix sous l'amandier. Les lumières décoratives scintillantes brillaient doucement au-dessus d'elle, et elle pouvait entendre les rires lointains de ses filles jouant avec d'autres enfants. Pierre-Antoine la trouva là, enroulant ses bras autour d'elle par derrière, alors qu'il regardait le jardin rempli de gens qu'ils aimaient. « Heureuse » demanda-t-il doucement, son menton reposant sur son épaule. « Plus que je ne l'aurais jamais imaginé », répondit-elle, en voyant Lise partager ses derniers croquis avec un groupe d'admirateurs, tandis que Margot expliquait avec enthousiasme son projet solaire à des invités intéressés. Qui aurait cru, songea Pierre-Antoine, que servir 2 repas à 2 petites filles affamées changerait nos vies comme ça? L'univers fonctionne de manière mystérieuse, sourit Amélie en se tournant dans ses bras pour lui faire face. Ou peut-être que certaines personnes ont juste un cœur trop grand pour ignorer quelqu'un dans le besoin. Comme une certaine serveuse que j'ai rencontrée, comme un certain PDG qui a décidé de donner une chance à cette serveuse et à ses 2 petites protégées. Le lendemain matin, la famille Moreau se leva tôt, malgré la célébration tardive. Il y avait du travail à faire. La Fondation commencerait officiellement ses opérations, et les premières familles étaient déjà programmées pour des consultations initiales. « On peut aider avec les entretiens ?» demanda Lise au petit déjeuner, son carnet de croquis déjà ouvert à côté d'elle. « Je veux leur montrer ma feuille de calcul d'organisation », ajouta Margot. Ça pourrait les aider à rester sur la bonne voie pendant le processus. Amélie et Pierre-Antoine échangèrent des sourires fiers. Leur fille avait non seulement surmonté leur propre traumatisme, mais voulait maintenant aider d'autres enfants à trouver leur propre fin heureuse. « Bien sûr que vous pouvez aider, » sourit Pierre-Antoine. « Après tout, vous êtes les expertes pour transformer des étrangers en famille. » Le soleil du matin baignait la cuisine d'or, alors que la famille Moreau se préparait pour une autre journée ensemble. Dans le jardin, les premiers papillons visitaient déjà les fleurs que Lise et Margot avaient si soigneusement plantées. Amélie regarda sa famille, son mari parcourant ses emails, tout en essayant de ne pas renverser de café sur sa nouvelle chemise, ses filles discutant avec enthousiasme de la meilleure façon d'aider d'autres enfants comme elle, la maison débordant d'amour et de possibilités. Et elle sentit son cœur déborder de gratitude.
D'une journée apparemment ordinaire dans un modeste bistrot était né quelque chose d'extraordinaire. Une famille construite non par le sang, mais par l'amour, par le choix, et par ce premier acte de gentillesse qui avait créé des ondulations bien au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Et ça, pensa Amélie, en rejoignant sa famille à table, ce n'était que le début de leur histoire.